Alors maintenant, on va laisser la parole à nos invités de la soirée. Je vais d'abord accueillir l'équipe de Crocogo Digital. Alors, certains ne savent pas qui ils sont. C'est une jolie structure, une start-up. Leader de la détection automatisée des troubles cognitifs et métacognitifs, également du suivi de la remédiation. Donc ça, c'est les termes très spécifiques de vos enjeux. On regarde en disant oui, c'est bien ça. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on s'est rencontrés justement par un partenaire financier qui vous soutient, va nous soutenir. Donc c'est là où on voit qu'il y a des corrélations. Et heureusement que certains font bien leur travail pour essayer de nous connecter alors qu'on est à quelques centaines de kilomètres les uns des autres, mais ça ne nous empêchera pas de travailler ensemble. Et ils ont relevé le défi, ils viennent avec nous pour 48 heures, donc aujourd'hui et demain. On a la chance d'avoir un super formateur qui est à nos côtés, Swadou, tu peux faire un coucou. Comme ça, pour ceux qui ont des questions sur qu'est-ce qui se passe pendant les ateliers, vous pouvez aller le voir après au petit pot. Donc 2 jours d'atelier avec les robots, et c'est génial juste de voir la tête des enfants qui apprécient découvrir ce domaine-là, et surtout tout l'univers que vous allez pouvoir nous présenter. Est-ce que je vous laisse venir au pupitre pour présenter voilà, nous avons la technique. Alors, j'ai pas dit vos noms, mais je vais leur dire. On a Vanessa Doué-Canucci, voilà, professeure et directrice de la recherche et du développement de Crocogo Digital. Et on a Axel Desconti, vous avez tous des jeux de Marseille. Voilà, à Marseille, Marseille oublie. Chercheur doctorant en game design et appliqué à la santé. Merci d'être là ce soir. Pareil, on les applaudit pour leur donner un. Déjà, merci Audrey, merci d'être là. Effectivement, on connaissait il y a peu l'école Libération il y a quelques mois, et puis effectivement, on a des valeurs et des missions qui sont proches. Donc nous, on vient de Marseille. On va entendre un peu l'accent qui chante. Et on est venu vous parler d'une partie de la boîte qu'on représente, qui est plus la R&D, mais vous verrez avec Swadou qu'il y a plusieurs enjeux au sein de Croco Digital, et ça, on va parler plus particulièrement effectivement des nouvelles technologies, de la gamification et comment ces nouvelles technologies peuvent être dérivées pour les services des enfants, et des enfants notamment qui ont des troubles du neurodéveloppement. N'hésitez pas à m'interrompre si je parle doucement, parce que généralement j'ai une petite voix, donc je risque de descendre. Et puis si vous avez des questions. Il y a Axel qui me tapera un peu sur le doigt. Donc, Croco Digital, c'est une start-up qui a été créée en 2018 par Vincent Berge, qui était un start-upper en puissance dans la tech, mais qui avait aussi un enfant qui avait des troubles du neurodéveloppement. Et ayant bien revendu sa première start-up, il avait un peu de temps, et il a voulu le dédier à trouver des solutions via la tech pour les enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement ou atypiques. On s'est croisés parce qu'on a des enfants dans la même école, et moi je suis une neuroscientist de formation. Travailler avec les enfants et savoir comment le cerveau se développe chez ces enfants-là, et on a créé donc Crocogo Digital en mergeant nos 2 expertises et puis en essayant de la faire grandir, et on a l'ambition finalement d'intégrer ces nouvelles technologies pour trouver de nouvelles formes de détection et de repérage des capacités comportementales et cognitives des enfants qui leur sont dédiées, et d'essayer de changer les courbes d'apprentissage, ou en tout cas de leur donner le maximum de chances dans leur vie future. Donc, comme c'est écrit, on est un projet assez sociétal. Depuis 3 ans, on a travaillé en recherche sous forme d'atelier avec Swadou et d'autres formateurs. On a à peu près 5-6 000 enfants qui ont travaillé avec nous ou auprès de nous. Et pour marquer notre côté un peu plus scientifique et validation validé par nos pairs, on a à ce jour 4 brevets déposés. On a un produit qui est dispositif médical, donc a été approuvé par le CE, et on a le droit de le commercialiser. Et on a eu cette prix d'innovation depuis ces 3 ans. Donc notre grosse ambition la partie R&D de Crocogo Digital, c'est d'essayer d'utiliser la motivation forte donc, des enfants pour cette nouvelle technologie, les dériver et créer d'abord un outil de détection avec un diagramme du comportement un peu à 360, et qui ne regarde pas que la cognition ou que le comportement, mais l'ensemble. Et ensuite, essayer de comprendre comment ça marche avec différentes technologies, et essayer
En fait, trouver un moteur qui va permettre à l'enfant, une fois qu'il a son état des lieux de son comportement général, adresser différentes thérapies via un moteur qu'on appelle de remédiation. Alors, je ne savais pas trop avec quel public on aurait, donc je vais passer assez vite parce qu'à mon avis, vous connaissez ces points de souffrance pour en avoir entendu parler ou en tout cas les avoir subis peut-être vous-même. On parle en Europe et aux USA de 75 millions d'enfants qui seraient à troubles ou neuroatypiques. C'est 12 à 15 mois de délai pour poser un diagnostic, parfois plus. On sait, notamment en France, qu'on a une pénurie de médecins et de praticiens de santé en tout genre, et qu'effectivement, il y a peu d'accompagnement auprès de ces personnels de santé qui sont en plus remboursés, ce qui donne une double peine, puisque quand on regarde les cartes, on ne vous l'a pas mis, mais quand on regarde les cartes de France et les cartes urbaines, on voit que la plupart des praticiens de santé sont dans les villes, les grosses villes, et puis dans le reste des zones moins urbaines, on a encore plus rien. Donc ça concerne 8% des enfants qui sont réellement diagnostiqués. Les estimations sont entre 20 et 30% selon les différents rapports. Et le dernier rapport d'Ipsos montre que finalement, c'est les parents et un peu les neurospécialistes qui sont capables de repérer, ou en tout cas qui repèrent 76% en tout cas de ces enfants qui sont dits neuroatypiques. Alors le gouvernement depuis 2018 a quelques actions, donc on avance. Je ne vais pas vous les détailler, vous avez dû certainement en entendre parler, mais on a encore pas mal de chemin et vous êtes certainement aussi bien au courant que moi sur tout le chemin qu'il y a à poursuivre pour qu'on puisse arriver à changer les choses. Et donc, l'apport de Croco, c'est d'utiliser des ateliers qu'on dit de stimulation avec de la programmation, du codage et les technologies numériques pour, créer des outils qu'on appelle CSTIM, que vous pouvez les voir auprès de Swadoo, où effectivement, on essaye de stimuler l'enfant avec des contenus un pédagogiques un peu différents. Donc ça, c'est ce que vous trouverez chez Croco et qu'on met en place. Et on a 2 autres produits qui sont là plus en R&D qu'on appelle CIMAP et CIREM, qui sont donc effectivement ces jeux qu'on développe sur tablette numérique pour rendre le repérage et la détection accessible à tous, depuis les écoles, les parents et les professionnels de santé, avec des niveaux de rendu sur les comportements des enfants un peu plus différents selon les publics. Et le CIREM, c'est notre algo qu'on est en train de monter, pareil, de stratégie, parce que finalement, une fois qu'on a un diagnostic ou qu'on comprend que notre enfant est pas dans la norme, qu'est-ce qu'on fait? Il y a toute une panel de thérapies digitales ou pas qui sont possibles. Quelle est la plus adaptée pour mon enfant? Donc, on essaye de comprendre un peu mieux les mécanismes et de les automatiser pour que ces enfants-là puissent avoir le meilleur parcours thérapeutique ou en tout cas d'accompagnement possible. Donc ces 2 produits-là sont encore, comme on dit, en R&D. Alors je pense que finalement, vous le savez, mais souvent les gens, quand on leur parle des troubles du neurodéveloppement, ils ont l'impression que c'est quelque chose qui est très très vieux, qu'on a fait des avancées assez drastiques, notamment en sciences. Et finalement, la santé mentale, c'est quelque chose d'assez nouveau, même si les premières trépanations, on les voit à la préhistoire, ou quand on avait des personnes qui se comportaient pas comme la norme finalement, on savait qu'il y avait déjà des notions de normes, ben on leur faisait des petits trous, puis on pensait que ça allait libérer les mauvaises âmes ou les mauvais esprits, et certaines survivent d'ailleurs. Et ensuite, sur la santé mentale, on entend un peu parler avec notamment Molière avec l'étourdi en 1655. Et puis après, quand on regarde, il faut attendre Pinel pour avoir les premières classifications des maladies mentales. Il n'y a pas si longtemps, c'est 250 ans. Et on parle dans ces cas-là d'enfants idiots. Et l'idiotisme des enfants va perdurer jusqu'à Binet, peut-être un peu plus selon les écoles, parce que ça perdure un petit peu, et on parle d'enfants anormaux, et on a dû attendre 1952 pour avoir ce que vous avez peut-être connu, le DSM-1. Donc c'est la première classification des maladies mentales.
Le TDAH fait l'apparition dans cette classification à destination des médecins et des praticiens de santé seulement en 1987. Et aujourd'hui, on en est au DSM-5, où on a également le TDAH adulte, puisqu'effectivement, avant, seuls les enfants avaient des problèmes des déficits de l'attention. L'adulte n'était pas reconnu, donc ça est reconnu. Et on a une classification qui devient un peu commune à tout le monde avec des symptômes et un protocole un peu plus normé, on va dire. Donc ça, c'est l'histoire du TDN. Et puis si on regarde plus de mon côté, finalement, au départ, de la neurobiologie, le cerveau, c'est quelque chose qui est très connu, puisqu'on a les premières descriptions sous Aristote. Sauf que notre cerveau, qui est une espèce de petite boule, a été très centré sur ce qu'on appelle l'hippocampe, qui est le centre de la mémoire. Et rien n'existait autour, jusqu'à très récemment, puisque c'est pareil, ça date du XXe siècle, où on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que l'hippocampe qui servait à penser, à réfléchir. Il y avait plein d'autres cellules, autres que des neurones, qui étaient indispensables à la construction de toutes nos pensées et de tout ce que nous sommes. Et puis récemment, avec notamment Merzenich, ça date des années 60, on s'est aperçu que finalement le cerveau se régénérait et qu'on était capable de le manipuler, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une partie qui n'existe plus ou plus active pour différentes raisons qu'on ne peut pas essayer de compenser et de réarranger son cerveau. Et on verra ce qu'il en est dans quelques années, puisque maintenant on parle de cerveau connecté, on s'en peut-être aussi des petites puces donc, à suivre. Donc, ces deux valeurs-là, finalement, le cerveau dans sa forme biologique ou le cerveau dans son expression psychologique et psychiatrique est finalement assez récente. On a le DSM-5, dont je vous ai parlé, qui est très clinique. Et nous, à Croco, on a ressorti une initiative qui date de 2013, qui s'appelle le RDoC, pour Research Domain Criteria. Ça vient des pays anglophones, des États-Unis. Où on a essayé, l'idée était de réinventer, ou en tout cas d'enrichir le DSM-5, qui était effectivement basé sur la clinique et donc l'observation, et de réintégrer tout ce qui était neurobiologie, c'est-à-dire comment le cerveau fonctionne, et de ne pas avoir une classification une fois que le symptôme était là, mais c'est de comprendre si on trouvait des marqueurs avant que le symptôme s'exprime. D'où les troubles du neurodéveloppement, c'est que souvent ça se passe avant, les dysfonctionnements sont réels avant qu'ils soient exprimés. Et donc on est parti de cette façon de penser parce qu'on s'est dit avec les tablettes, on peut collecter plein de données. Avec les nouvelles technologies, on peut capter plein de signaux qui ne sont pas interprétés aujourd'hui parce qu'on n'avait pas ce pouvoir de calcul que nous offre l'IA et que nous offrent ces petits outils qu'on retrouve finalement tous les jours, dans la vie de tous les jours. Donc notre mission en R&D, c'est d'utiliser toutes ces nouvelles technologies à destination des enfants. Donc on utilise des tablettes, on utilise des casques, on capte un maximum de données, on essaye de les comprendre, de les interpréter, de les fusionner avec tout ce qui est histoire du développement, c'est en anglais encore, pardon, avec l'historique de l'enfant et plus tard avec l'historique clinique qu'on va pouvoir trouver quand l'hôpital se sera digitalisé également et on aura des rapports au cours du temps des futurs patients et d'essayer d'analyser toutes ces données-là pour avoir un profil un peu plus d'ensemble de l'enfant, depuis la cognition jusqu'au comportement et aux émotions. Et donc cet ensemble-là, on a l'ambition d'avoir donc du multiflux pour une analyse plus accessible via ces petites tablettes. Donc on va chercher dans les labos tout ce qu'on trouve pour pouvoir de pointe pour la rendre accessible dans cette tablette et créer un bilan à destination des professeurs et des enfants pour essayer d'avoir des choses qui sont moins subjectives que ce qui existe à présent, sans toutefois poser de diagnostic, parce qu'on est d'accord là-dessus, on fait juste un screenshot du comportement de l'enfant, et puis un bilan qui sera un peu plus approfondi avec des rapports, il y a des bases normées, etc., pour les professionnels de santé. Donc ça, c'est notre travail aujourd'hui. On utilise les nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle, puisqu'effectivement, quand on a pas mal de données, faut essayer d'arriver à les comprendre. Et la statistique classique n'est pas toujours facile à utiliser, ou en tout cas à interpréter, surtout quand on parle de développement. Donc là, c'était
Un exemple, on utilise de l'audio et donc de la psychométrie sur lesquels on extrait des données pertinentes. On fait tourner des algos d'IA pour essayer d'en extraire une interprétation. Là, on a travaillé beaucoup sur les émotions et ce qui fait notre caractéristique, c'est que sur ces modèles-là, on essaye d'utiliser des moteurs d'IA qui permettent d'analyser des données en fonction du temps. Donc, je ne vais pas trop dans le détail, mais ce qui nous différencie beaucoup, c'est ça. Et sur les 3 axes, c'est-à-dire qu'on peut prendre le comportement, la cognition et l'émotion pour pouvoir ensuite classifier ou en tout cas essayer de trouver des groupements d'enfants qui ont une relevance, qui cliniquement veulent dire quelque chose. Donc on en est là et pour faire ça, effectivement, on a utilisé de nouvelles technologies, mais surtout, on a essayé d'utiliser des jeux qui nous permettent de motiver l'enfant face à sa tablette et face à ses bilans, se sortir du cadre un peu scolaire, d'être dans un milieu qu'on appelle ça naturel, c'est-à-dire qu'on ne va pas chez le médecin pour faire son bilan, on est devant sa tablette avec quelqu'un à côté qui nous guide. Et on a essayé de gamifier, et en tout cas de trouver toutes les méthodologies pour gamifier le jeu, tout en gardant l'aspect rigoureux scientifique qui va nous permettre de détecter des choses. Là, je vous laisse notre game designer Axel vous parler de ça. Du coup, il y a plusieurs scientifiques qui ont essayé de faire des jeux pour justement la détection et la remédiation de ces troubles cognitifs. Et on voit de plus en plus de recherches là-dessus, donc c'est super cool. En revanche, il y a des personnes qui ont essayé de regarder un peu sur toutes ces recherches-là, qu'est-ce qu'on en sort? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que le fait d'utiliser des jeux, notamment des jeux vidéo, ça fonctionne bien, ça a des effets positifs? Et pour l'instant, le constat, c'est que il n'y a pas d'effet probant. Il y a des effets positifs dans certains cas, il y a des effets négatifs dans certains cas, et dans d'autres, juste rien, il n'y a pas vraiment de différence. Et donc, le problème, c'est que il est difficile, en fait, de comprendre encore, vu qu'on n'est qu'au début, de comprendre les apports du jeu en soi par rapport à ce qu'on connaît du neurodéveloppement. Et donc, on a un peu ce combat-là entre tout ce qui vient de ces neurospécialistes et de ce qu'on connaît maintenant du jeu depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Donc, on a dans ces différents jeux qui sont créés, on a les jeux plutôt psycho-neuro qui sont inspirés des tests classiques qu'on fait avec des neurospécialistes qui sont un peu gamifiés parce qu'ils sont déjà créés par des gens qui ne sont pas des développeurs de jeux, des game designers. Et ils ont pour but aussi d'être valides scientifiquement. On n'a pas envie d'endommager un peu les données qu'on va récupérer et les analyses qu'on fait par des comportements liés au jeu qu'on ne connaîtrait pas. Et à l'inverse, il y a des jeux, vous pouvez voir sur l'Apple Store, Google Store ou quoi que ce soit, des jeux de remédiation, trucs comme ça, qui se disent comme ça, mais qui sont très gamifiés de leur côté, mais qui n'ont souvent pas de validité scientifique. Ils ont peu de personnes qui sont là pour appuyer tout le côté neurodéveloppement et psychologique derrière. Donc, le but un peu, c'est de rassembler tout ça et de trouver des outils pour faire des jeux qui soient scientifiquement intéressants, mais qui soient aussi gamifiés et qui utilisent de façon pertinente le jeu vidéo. Et donc, on a une première thèse par Stéphanie Madère qui justement se base sur qui crée une méthodologie de conception de jeux thérapeutiques. Et donc voilà, j'ai été présenté comme doctorant et ma thèse donc va suivre sa thèse à elle sur le développement de jeux thérapeutiques. Et donc c'est aussi dans cet objectif-là qu'on a créé une équipe pluridisciplinaire pour rassembler un maximum de compétences et afin de pouvoir créer les jeux qui puissent balayer un maximum les comportements et la psyché de l'enfant et aussi les jeux, donc mon apport dans la boîte. Ça fonctionne plus. Je crois que j'ai plus le contrôle. Nickel. Donc qu'est-ce que nous on fait un peu en recherche là pour les jeux? On va essayer de
d'avoir ce que les jeux apportent de mieux pour l'instant et ce qu'on peut voir dans la littérature, c'est-à-dire l'engagement. Souvent, on utilise les jeux pour engager les enfants au maximum dans l'activité parce que c'est souvent des activités, surtout quand on fait de l'entraînement et de la remédiation, qui sont longues, fastidieuses, qu'il faut répéter sur plusieurs séances et tout. Donc, c'est pas le plus facile et les jeux sont très très bon outil pour ça. Et pour la recherche, mon but à moi en tout cas, et à la boîte en règle générale après derrière, ça va être de comprendre qu'est-ce que le jeu apporte vraiment, qu'est-ce qu'il y a dans le jeu qui est cognitif, quels sont les liens en fait entre l'essence même du jeu et le comportement d'un joueur. Donc ça se fait déjà dans des studios, ils font déjà des études un peu du X et compagnie, mais le but, moi, c'est de partir plus dans la granularité de ce que fait un jeu et de le coupler avec ce que font les scientifiques. Et donc à l'avenir de ce beau projet, c'est d'arriver à un truc un peu fou, mais c'est de pouvoir faire des jeux qui vont s'adapter eux-mêmes aux joueurs. Alors ça se fait déjà, il y a déjà des jeux qui existent depuis plusieurs années maintenant qui adaptent leurs difficultés. Et moi le but, c'est un peu de faire ça en différent, parce que quand on adapte la difficulté dans un jeu, on augmente la vie, on augmente les dégâts que font les ennemis et tout, mais ça reste des trucs internes au jeu. Moi ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on peut changer le design du jeu à la volée pour s'adapter aux joueurs et au comportement du joueur. Et donc c'est un peu vers là qu'on va, c'est-à-dire qu'on va essayer de capter le comportement du joueur face aux technologies qu'on a et face par exemple à tous les phénotypes qu'on va capter et changer non plus juste des valeurs numériques, mais changer complètement un peu comment on joue au jeu. Et donc c'est vers là qu'on va essayer d'aller, hein, c'est d'avoir une boucle vraiment complète entre le jeu et le joueur. Donc ça, c'est encore en recherche et c'est le projet idéal, mais on va essayer de le faire. Je te laisse. Donc pour finir, vous avez vu qu'on a des valeurs assez... Voilà. On a des valeurs qui sont finalement assez proches de l'école de libération. Notre but, c'est effectivement de changer les préjugés et puis les comportements actuels vis-à-vis des enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement. Pourquoi avec l'école Libération? Parce qu'on a déjà des outils qu'on utilise à l'école via la programmation, via les drones ou dans des stages auprès d'enfants de tout niveau scolaire. Enfin, pardon, tout niveau. On est souvent 6-15 ans. Et Swadou, on a fait la démonstration aujourd'hui et on refait la démonstration demain si vous voulez y aller. Donc, j'ai mis sa petite photo, comme ça vous le repérez. En plus de ces outils-là, effectivement, on essaye de créer des outils pour demain plus accessibles, qui comprend plus l'enfant dans son ensemble. Et on essaye de le faire le plus rigoureusement en établissant pas mal d'études scientifiques en collaboration avec tous ceux qui ont les mêmes valeurs et les mêmes missions que nous. Donc, je disais, on est tout petit, on est de Marseille, mais on interagit avec ceux qui nous ressemblent. Donc, ouais. On est plutôt parti de Marseille, Nice, Montpellier. On a réussi à percer à Paris, puisque maintenant on travaille avec l'hôpital Salpêtrière et avec l'ICM, c'est l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Et on essaie de redescendre via l'école Libération, mais d'autres, puisqu'effectivement, notre but, c'est de travailler ensemble. Et plus on a un réseau et on collabore et on échange, que ce soit avec le monde de l'éducation, mais aussi le monde des médecins et puis les parents eux-mêmes, plus on arrivera à faire changer les choses et à trouver de nouvelles solutions. Et on voudrait être une des solutions parmi celles-là. Voilà, vous avez nos contacts si vous voulez nous joindre. Notre site internet, alors on a 2 sites internet, un .com pour la vision plus stimulation cognitive et plus R&D. Et puis, on aime bien partager plein de choses et on lit pas mal. Et donc, on avait fait une sélection de livres pour ceux qui sont intéressés par pourquoi et comment on a développé notre programme R&D. C'est sur notre site internet aussi. On fait des petits commentaires toutes les semaines sur ce qu'on lit. Donc, on aime bien échanger. Donc, voilà. Si vous avez des questions... On vous donnera les slides si vous voulez les partager. On les partagera comme ça.
Merci beaucoup. Merci. Merci.